Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis en compagnie de Céline Antonin. Bonjour Céline, économiste à l'OFCE. Également Christian Saint-Etienne. Bonjour, économiste et conseiller de Paris. Luis Colasante, expert en politique énergétique et finances quantitatives. Merci d'être avec nous également. On va parler du Venezuela. Le Venezuela où la tension monte entre Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale, autoproclamé président par intérim, et le président Nicolás Maduro. Le pays connaît une crise économique et humanitaire sans précédent, inflation galopante, croissance en berne, pénurie alimentaire et de médicaments. Alors comment en est-on arrivé là? Comment une puissance pétrolière comme le Venezuela a pu se retrouver dans un tel marasme? On écoute tout d'abord Juan Guaido. Nous avons demandé la protection des actifs vénézuéliens. Parce qu'il est démontré que ces actifs ont été volés. Données étranges. Il n'y a que 3 pays qui ont investi davantage dans leur industrie pétrolière au cours des 10 dernières années. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie. Ils ont une production d'environ 10 millions de barils par jour. Nous sommes passés de 3,5 à 1 million de barils de production. Nous sommes le 4e investisseur. Il n'y a pas besoin d'être un expert en économie et en comptabilité pour savoir que cet argent a été volé. Et donc la première chose que nous avons faite, ça a été de demander la protection de ces actifs pour que, précisément, on ne continue pas à voler tout cela et pour qu'on puisse investir dans la nourriture qui manque tant, dans les médicaments, dans la sécurité sociale, dans la justice sociale pour nos concitoyens. Luis Colasante, pardon, vous êtes vénézuélien et justement, est-ce que vous pouvez réagir sur ce que vient de dire Juan Guaido? Effectivement, à la fin des années 90, la production du pays en pétrole, c'était 3 millions de barils par jour. Aujourd'hui, elle n'excède pas 1,3 million. Donc effectivement, que s'est-il passé? Comment un pays aussi riche, une puissance pétrolière aussi riche que le Venezuela a pu en arriver là? Il y a plusieurs facteurs. Un des principaux facteurs, mais il faut le mettre sur le contexte. Quand Chavez est rentré au pouvoir en 1998, la production elle était à 3,5 millions de barils. Aujourd'hui, c'est clair, il est 1,1 million de barils par jour officiellement donnés au PEP. Officiellement donné au PEP? Non, au PEP. Au PEP, à l'OPEP, officiellement donné à l'OPEP. Non, venant de l'OPEP. Venant de l'OPEP, d'accord. Et le pays, pour le moment, c'est ce qu'il a vécu, c'est une politique dans laquelle cet argent qui venait du pétrole a été investi pas dans des raffineries, pas dans l'industrie pétrolière, pas dans la diversification économique, sinon un business model dans lequel c'était pour pouvoir investir sur des programmes sociaux. Ces programmes sociaux, c'était éducation, maison pour les gens qui n'avaient pas un toit, et alimentaire pour des gens qui habitaient dans des bidonvilles. Tout cet argent-là était avec des bonnes causes, mais au moment qu'il a eu petit à petit que le gouvernement a commencé à avoir plus de pouvoir, donner plus de pouvoir aux militaires, il a commencé à avoir une essence d'une corruption énorme. Et cette corruption-là a fait que le pays actuellement se trouve sur une dette qui a grandi, qui est 5 fois plus grande que celle qui était dans les années 98. 159% du PIB en 2018, la dette. Et si on parle en contraction du PIB, dans les 3 dernières années, du moment que Maduro était déjà dans le pouvoir, la contraction du PIB a été divisée x 2. La récession a démarré déjà en 2014, d'après les chiffres. Pourquoi? Il y avait quand même une crise économique et politique déjà vécue. C'est ce qui a déclenché après la baisse du prix du pétrole, surtout les références mondiales comme le Brent ou le WTI, ou les paniers même OPEP. Et toutes ces baisses de pétrole qu'on a vécues jusqu'à février 2016 a fait que nos ressources soient divisées x 2 en termes d'argent. Mais en même temps, les investissements qui devaient être faits à l'industrie pétrolière n'étaient pas faits là et l'industrie a commencé également à réduire ses capacités de production. Donc il y a un défaut d'investissement? Il y a eu un double effet sur ça, oui. Défaut d'investissement qui fait qu'on ne pouvait plus produire véritablement. Christian Saint-Etienne, c'est vrai que si on regarde les chiffres, il y a en plus aujourd'hui une hyperinflation, 1 million de %, ça existe. Ça, c'est l'hyperinflation. Oui, ça existait en Allemagne dans les années 20, quand il y a eu la grande crise monétaire allemande. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. Dans la mesure où les ressources de l'activité pétrolière baissent, le mécanisme, c'est le même qu'en Allemagne, où chaque fois qu'on a une hyperinflation, on demande à la Banque centrale d'imprimer des billets et on paye les soldats, on paye les achats de produits de première nécessité. Ça conduit donc à une explosion de la masse monétaire.
Et comme il n'y a pas de production interne, ça se traduit par une inflation colossale. C'était le même mécanisme en Allemagne, c'est le même mécanisme donc au Venezuela. Ce qui est tout à fait clair, comme ça vient d'être dit, c'est que l'appareil de production pétrolier a été vidé de l'intérieur dans la mesure où on n'a pas fait les investissements nécessaires, parce qu'une production pétrolière, ça exige de renouveler en permanence le matériel et d'investir massivement dans les tuyaux et dans les systèmes d'extraction. Donc ça n'a pas été fait. Donc on a une production qui a été divisée par 2, un PIB divisé par 2, une inflation colossale, 3 millions de personnes qui sont parties au Brésil, en Colombie. Donc le pays est en train de se vider de l'intérieur. On n'a jamais pratiquement, depuis la Première Guerre mondiale, connu des crises de cette ampleur, sauf au Cambodge quand on a éradiqué un quart de la population. Là, on ne les éradique pas physiquement, mais ils partent, ils sortent. Donc c'est une crise d'ampleur inouïe. Céline Antonin, oui, la Banque mondiale qui estime que plus de 80% des Vénézuéliens, voire 90%, vivent dans la pauvreté aujourd'hui. Oui, et alors que le modèle justement qui s'était imposé avec le chavisme et qui avait été ensuite repris par Maduro, c'était justement de sortir les gens de la pauvreté et d'avoir ces programmes dont on parlait et qui étaient de permettre d'avoir la santé, l'éducation, l'accès pour tous aux soins. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cette rente pétrolière dont on parlait a été très mal gérée et que justement, en fait, finalement, on a dépensé, mais sans vraiment investir, et qu'en réalité, quand les cours du pétrole, justement, ont chuté, finalement, la rente pétrolière s'est tarie et qu'il n'y a eu aucune diversification de l'économie. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qui pose problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, il va être très difficile de sortir de cette crise si on n'a pas une nouvelle monnaie, si on n'a pas un nouveau plan, si le FMI n'intervient pas. Je pense qu'il faut une remise totale à plat du système, puisqu'en fait, il n'y a même plus de production de richesse. Le PIB, on parlait d'une division par 2 du PIB. Moi, j'ai vu que c'était même pire que ça, en fait, sans doute, mais que les statistiques officielles ne rendaient pas compte de cette réalité. Mais il n'y a plus de production, en fait, dans l'économie. Crise économique, crise politique, crise humanitaire. Il faudra sans doute vraiment passer par une nouvelle monnaie, un ancrage au dollar. Enfin, il va falloir faire quelque chose pour sortir de cette spirale. Alors, une spirale, en plus, les États-Unis sont très impliqués, puisqu'ils sanctionnent maintenant le Venezuela. Cette compagnie pétrolière vénézuélienne, justement nationalisée, elle a une filiale aux États-Unis qu'on appelle Citgo, qui lui donne des capacités de raffinage. Comment, effectivement, les Américains peuvent-ils saisir tous ces actifs? Et ils disent vouloir les transférer à Juan Guaido. Citgo, c'est le principal asset à l'étranger qui a PDVSA. En total, il a une capacité de raffinage d'à peu près 600 000 barils par jour, dans lesquels ils sont 3 raffineries dans le golfe du Mexique. Tous basés vraiment headquarter à Houston. La raffinerie Citgo, c'est quelque chose un petit peu plus politique maintenant qu'en termes de production. C'est que 49% des actions de Citgo ont été mises en collatéral à l'entreprise, à l'État russe. C'est ce qui, au moment où l'État vénézuélien n'avait pas la capacité de payer ses obligations, c'était, en termes de collatéral, on lui donnait les 49% de cette compagnie-là. C'est pour ça qu'il y a un double enjeu également pour les États-Unis, c'est-à-dire c'est la première fois qu'une compagnie russe va avoir presque 50% d'un asset pétrolier au sol américain, suivi d'une législation américaine également. Et c'est pour ça qu'également il y a ce conflit de se dire, OK, faisons attention sur ce point-là. Citgo est vraiment une compagnie qui a été celle qui pouvait transformer le bolivar en dollars, car c'était PDVSA Venezuela qui envoyait le pétrole à Citgo, on le raffinait là-bas, on vendait ce pétrole au marché américain et ensuite ces dollars rentraient dans la tirelire vénézuélienne. Donc ça c'est terminé avec les sanctions. Et pour le moment, c'est ce qu'a voulu le gouvernement de M. Trump, c'est que les comptes bancaires de Citgo passent maintenant à la main du nouveau président Guaido. Et ça, c'est possible aujourd'hui, ils ont la main, les Américains, sur justement ces comptes, sur tous ces actifs. Au moment que toute transaction financière passe par le sol américain, sur la législation américaine, dans laquelle aucune banque, aucune personne morale et physique n'est autorisée de faire des transactions financières avec eux, oui, ils ont la main pour donner ces comptes fiduciaires au gouvernement, un nouveau gouvernement en place. Christian Saint-Etienne, donc c'est une stratégie d'asphyxie financière et économique de la part des États-Unis? Oui, sachant que malgré tout, il y a un problème en droit international,
puisque pour l'instant, le Venezuela est encore une république indépendante, donc ses ressources et cette compagnie pétrolière appartiennent à l'État. Alors, ce vers quoi les États-Unis se tournent pour justifier la politique de transfert de l'un à l'autre des ressources pétrolières, c'est le fait que l'Assemblée nationale a été légalement élue par le peuple, alors que Maduro a été élu comme président en interdisant aux partis d'opposition de se présenter contre lui. Donc il y a une légitimité démocratique qui est plus forte du point de vue de l'Assemblée nationale que du point de vue de l'État, du chef de l'État. Et donc c'est la base qui permet aux États-Unis en droit international de dire que Guaido a une légitimité politique qui est plus forte que celle de Maduro. Mais ça reste quand même très fragile sur le plan politique. Et de fait, les Américains font un coup de force habituel, c'est-à-dire l'extension de leurs droits au système international. Et donc, ce qu'ils font, si c'était la France ou le Royaume-Uni qui le faisait, il y aurait certainement des attaques devant des tribunaux internationaux. Vu la puissance des États-Unis, il n'y aura peut-être pas de réaction, mais ça reste fragile sur le plan juridique. Oui. En tout cas, l'Union européenne veut intervenir également. Il nous reste 1 minute. Oui, et je voulais juste rappeler que c'est quand même une arme dont se servent régulièrement les États-Unis. Par exemple, pour l'Iran, on l'a vu aussi. C'était le même mécanisme aussi, effectivement. Vouloir asphyxier le pays, ça avait conduit à avoir 1 million de barils en moins produits. Alors, ce qui se passe, c'est que le Venezuela a aussi d'autres acheteurs, à part les États-Unis. Donc, il y a l'Inde, il y a la Chine. Enfin, on va voir comment réagissent les pays asiatiques. Avec des problèmes de qualité et de nature du pétrole. Tout à fait. Alors, ils produisent un pétrole qui est très dur à raffiner, donc qui est lourd, etc. Mais bon, ils ont quand même les premières réserves mondiales et ils ont quand même du pétrole. Donc, normalement, je pense que pour reconstruire une économie, c'est bien d'avoir aussi une matière première telle que le pétrole qui peut permettre au pays de trouver un avenir aussi. Merci beaucoup. Plutôt pour post-Maduro. Tout à fait. Voilà. C'était en pensant au post-Maduro. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois et on se retrouve juste après le journal.